fois de plus, l'été a été chaud sur les marchés. On a vécu un été très contrasté avec des à-coups au milieu du mois d'août dû au remous dans la guerre commerciale États-Unis-Chine. Les taux ont continué à baisser. Doit-on s'en inquiéter? Que faut-il faire pour cette rentrée économique juste après le G7 qui s'est déroulé à Biarritz? On en parle tout de suite avec Olivier Guilloux, le directeur de la gestion d'Ecofi Investissement. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Alors première question, quel bilan peut-on tirer de cet été sur les marchés? Un bilan mitigé, en fait, avec à la fois du positif, donc des performances pour l'année 2019 qui sont tout à fait remarquables, et un point d'inquiétude, pas forcément sur la correction du marché qu'on a connue à la faveur de nouvelles déclarations de Donald Trump, mais plus sur des problématiques de conjoncture, de macroéconomie, avec un ralentissement économique qu'on avait bien anticipé, mais dont on pensait qu'il ne durait pas, qui finalement dure plus longtemps qu'on pensait, et qui peut poser question pour la suite des prochains trimestres. On a vu justement que l'Allemagne commençait à ralentir. Continue de ralentir. Sont très contrastés. Là, quel panorama justement en Europe? En Europe, le pays malade, c'est l'Allemagne, puisque c'est l'économie qui est la plus ouverte sur les échanges internationaux. Et donc, l'Allemagne est clairement dans une situation de récession industrielle. Et la grosse question, la grosse inquiétude qui découle de cette récession, c'est effectivement si on peut avoir une contamination du secteur industriel aux services qui ont très bien résisté, qui sauve un peu la croissance européenne. C'est particulièrement le cas en France qui s'en tire plutôt bien, qui surperforme la zone. Donc voilà. Donc, par rapport à la situation actuelle, ça a été bien géré. On est toujours dans une phase de ralentissement, mais pour le futur, il y a des inquiétudes sur un prolongement de cette séquence assez négative sur l'industrie. Un chiffre pour l'illustrer. Si on regarde les indices PMI, donc qui sont des indices des enquêtes de directeurs d'achat, dans 60% des pays industriels, on est en phase de contraction. Donc c'est un chiffre quand même qui parle et qui inquiète. C'est vrai, ça reste très bon sur les États-Unis et l'Europe. En revanche, il y a d'autres zones qui ont moins performé, Latine-América et puis les marchés émergents. Les marchés émergents principalement, puisque finalement ils sont directement impactés par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et puis il y a des facteurs plus propres à certains pays, notamment l'Argentine qui a dévissé avec une chute de la monnaie qui a été de l'ordre de plus de 30%. Donc effectivement, plutôt une plus forte progression des pays développés par rapport aux pays émergents. Cette guerre commerciale, c'est le feuilleton depuis le début de l'année. On voit que ça a quand même de plus en plus d'effets. Jusqu'où là aussi on peut aller? Qu'est-ce que vous voyez comme développement de cette guerre commerciale entre Chine et États-Unis? Oui, clairement. D'ailleurs, nous, on a nous-mêmes évolué. On pensait que ça allait s'arrêter de manière assez sensible pour des raisons de politique intérieure aux États-Unis, d'inefficacité de cette politique, notamment sur les secteurs qui étaient censés être protégés. Mais finalement, on est en train d'évoluer. On pense que ça va être amené à durer. On est vraiment dans une séquence qui va se prolonger. Donc, il y aura des à-coups dans les mois à venir, à nouveau des tensions et puis des phases d'apaisement. Et puis, quelque chose d'autre qui a défrayé la chronique et qui continue à inquiéter, ce sont ces taux qui n'en finissent pas de baisser. Où va-t-on s'arrêter puisqu'on est en territoire négatif sur maintenant pratiquement l'ensemble des taux souverains? Oui, c'est un sujet à la fois d'inquiétude, d'incompréhension, puisqu'on a eu au cours de l'été, particulièrement au mois d'août, un emballement à la baisse des taux d'intérêt en territoire très négatif. Donc c'est pour partie lié à ce que j'évoquais sur la crainte de récession mondiale, avec ces problématiques à la fois de guerre commerciale et puis de ralentissement industriel. Mais au-delà de ça, il y a effectivement des aspects peut-être d'inquiétude et d'aversion au risque qui font qu'il y a des protections qui sont achetées pour se prémunir effectivement de cet environnement macroéconomique incertain avec cette problématique de guerre commerciale qui dure et qui risque de durer finalement. Des performances boursières, on l'a dit, donc qui sont plutôt bonnes depuis le début de l'année, mais des inquiétudes qui sont de plus en plus importantes. Que peut-on attendre de cette rentrée sur les marchés financiers? Au-delà des performances boursières, c'est l'ensemble des actifs risqués qui affichent des performances tout à fait remarquables. Donc je pense par exemple au crédit, aux obligations d'État, donc qui ont des
performances tout à fait incroyables. Pour le futur, effectivement, on a moins de carburant pour prolonger ce cycle de progression des actifs risqués. Pour autant, à Ecofi, nous pensons qu'en termes relatifs, les actions restent très intéressantes par rapport aux obligations. Donc on va toujours privilégier les actions, même si on pense qu'il y a une possibilité de correction, un peu plus de volatilité à attendre sur les marchés. Et puis on a des attentes bénéficiaires, notamment pour 2020, qui nous paraissent assez élevées. Mais globalement, la trajectoire de poursuite d'être investi sur les actions est toujours pertinente selon nous. Alors vous êtes directeur de la gestion chez Ecofi Investissement. Comment ça se traduit dans votre allocation pour ce dernier quadrimestre de l'année? On essaie de garder une exposition aux actions relativement importante en fonction du régime de volatilité, parce qu'on pense finalement qu'on a toujours des perspectives relativement intéressantes sur les actions, même s'il y a des facteurs d'évaluation qui sont un peu tendus. Je pense aux perspectives bénéficiaires pour 2020, mais clairement, au regard du niveau des obligations, il n'y a pas d'intérêt à détenir des obligations, donc il faut essayer au maximum de privilégier en fonction des profils de risque des investisseurs les actions. Voilà, priorité donc aux actions, malgré peut-être des regains de volatilité. Olivier Guillou, merci. Merci. Ecofi Investissement a lancé il y a quelques mois un tout nouveau fonds, Ecofi IA Responsable. C'est un fonds qui se base sur l'intelligence artificielle pour extraire de la performance des données ESG, environnementales, sociales et de gouvernance. On en parle tout de suite avec Christophe Gessler, le patron d'Advestis et partenaire d'Ecofi dans cette aventure. Bonjour Christophe. Bonjour Fabrice. Alors Christophe, il faut nous expliquer quelle est la genèse de ce fonds Ecofi IA Responsable. Alors ce fonds Ecofi IA Responsable, d'abord on peut mentionner que c'est le premier fonds de sa catégorie, c'est-à-dire un fonds qui est intégralement géré par un processus d'intelligence artificielle qui s'appuie sur des techniques que nous avons mises en œuvre avec Ecofi, qui est notre partenaire depuis 2013. Il s'agit d'extraire toute l'information future contenue dans les variables ESG, donc, qui notent les entreprises sous l'angle de leur comportement sur ces trois piliers, pour en extraire de la performance, en se basant sur le principe que ces informations contiennent un caractère prédictif qui nous informe beaucoup plus sur le devenir des entreprises que ne le font les variables de bilan. La multiplicité de ces données, leur grande quantité, fait que les techniques d'IA s'imposent naturellement. Si on rentre dans le détail, quel est l'apport justement de l'intelligence artificielle dans le processus de décision? En clair, pouvez-vous nous expliquer la différence entre un algorithme qu'on connaît dans la finance classique et ce qu'on entend exactement par intelligence artificielle? Alors l'intelligence artificielle, effectivement, au sens où l'avait proposé le père fondateur de la discipline qui est Alan Turing, c'est un but extrêmement ambitieux qui est la reproduction de l'intelligence humaine dans tous ses aspects. Alors, on en est encore loin. On en est encore loin et aujourd'hui on est revenu sur des buts un petit peu plus spécialisés, plus pragmatiques. On sait construire des intelligences artificielles spécialisées pour reproduire des tâches humaines comme jouer aux échecs, conduire une voiture, interpréter des radios médicales, etc., comprendre un texte. Donc ça, c'est en finance, la déclinaison de ça, c'est d'être capable d'utiliser de très grandes masses de données, telles que celles, par exemple, produites par les agences de notation ESG, pour en extraire le caractère prédictif et être capable de déterminer une notion de physionomie. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise risquée? Si je vous demande ce que c'est qu'une entreprise risquée au sens de l'ESG, de la même façon que je pourrais vous demander d'identifier un visage dans une base de données parmi un grand ensemble de photos, le cerveau humain le fait immédiatement. La reconnaissance des visages ne pose pas de problème et on n'est pas capable d'expliquer comment on le fait. Alors voilà, le but de l'intelligence artificielle appliquée à la finance, c'est d'être capable de dégager une notion de physionomie d'entreprise risquée à partir de notes quantitatives, d'une façon qui soit extrêmement rapide et en plus, si possible, interprétable. La finance a toujours été friande de ces nouvelles technologies. Est-ce que l'intelligence artificielle est corrélée à la puissance de calcul qu'on connaît aujourd'hui et le nombre de données qui a explosé ces dernières années? Absolument. C'est l'apparition, l'émergence de l'intelligence artificielle comme technique nécessaire pour le traitement de ces données, c'est vraiment directement corrélé à la masse de données disponibles, le déluge numérique auquel doivent faire face les gérants d'aujourd'hui. Quand je dis autrefois, c'est il y a 10 ou 15 ans, on utilisait des modélisations statiques de type économétrique à base de régression linéaire. Aujourd'hui, vu la masse de données, c'est complètement inenvisageable. Donc l'intelligence artificielle, c'est la technique qui s'est imposée pour être capable de
traiter sans biais de très très grandes masses de données, de façon de plus auto-apprenante, c'est-à-dire que les algorithmes sont capables de se reconfigurer en fonction de l'arrivée de nouveaux aléas. Et sur les marchés, on sait bien qu'il y en a quotidiennement. Bon, il suffit de regarder l'actualité récente, les tweets de Donald Trump ou les décisions surprises sur le Brexit. Voilà, ce sont des événements qui ne sont pas présents dans les historiques. Un algorithme doit pouvoir se reconfigurer et apprendre à faire face à ce type d'aléas. Alors en termes de médecine par exemple, les radiologues pourraient être remplacés à terme par les intelligences artificielles. Est-ce qu'on peut imaginer que cette IA va remplacer le gérant ? Alors c'est certainement pas le but de ce fonds, je dirais pas du tout. C'est pas un but qui soit spécialement intéressant ni prometteur. En fait, au contraire, je dirais que le type de technique qu'on propose se démarque volontairement depuis le début des boîtes noires. C'est-à-dire qu'il nous semble très important, en matière de décision financière, comme ça serait d'ailleurs le cas dans les décisions médicales ou juridiques, quand un algorithme prend une décision complexe à partir d'une grande masse de données, il doit pouvoir expliquer sa décision, montrer quelles sont les variables qui l'ont conduit à prendre cette décision de façon interprétable par un être humain. Ça nous semble, disons, le minimum dans le cahier des charges éthiques d'une IA, d'où le terme d'ailleurs IA responsable. Ça fait également référence, outre l'utilisation des variables ESG, au fait que les résultats sont interprétables par un être humain. IA responsable, ça veut dire à terme que la finance va devenir, sinon plus utile, plus vertueuse grâce à l'intégration de ces critères ESG. C'est clair qu'il est dans l'intérêt de tout le monde, à commencer par les futurs retraités que nous sommes tous, que l'investissement en actions soit fléché vers des entreprises qui soient à la fois vertueuses, qui aient un impact positif sur la bonne marge de la planète, et également en préservant les performances des fonds. Donc toutes ces techniques ont pour but effectivement d'extraire au mieux, de façon optimale, l'information contenue dans le comportement des entreprises telles qu'elles sont notées par les agences de notation pour construire dans la performance dans le long terme à partir de cette information. Et ben voilà, nos retraites peut-être à terme gérées donc par une intelligence artificielle qui en plus génère de la performance. Pour en savoir plus sur le fonds Ecofi IA responsable, rendez-vous sur le site ecofi.fr. Merci Christophe Guesser. Merci Fabrice. Après l'application des différents critères d'exclusion, nous notons les sociétés sur la manière dont elles gèrent leurs enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette étape permet de sélectionner dans notre univers de plus de 5 000 entreprises, celles qui ont développé les politiques de responsabilité les plus efficaces. Nous regardons plus de 300 critères, tels que les bonnes pratiques de gouvernance ou le respect des droits de l'homme. Nous sommes très attentifs à analyser les impacts concrets des entreprises. On alla au-delà de leur communication. Il s'agit de vérifier les indicateurs réels par rapport au discours des entreprises et de les surpondérer dans la notation ESG. Pour la transition énergétique, par exemple, nous regardons ce que l'entreprise affiche comme objectif sur les papiers, mais surtout les performances obtenues. Ainsi, pour la lutte contre le changement climatique, nous regardons le taux d'émission de CO2 émises et si les entreprises respectent la trajectoire de degrés. Idem pour la diversité. Il ne s'agit pas de s'arrêter aux déclarations, mais de vérifier concrètement le nombre de femmes qui sont réellement au niveau managérial. Dans notre processus CSR, nous surpondérons 4 critères à fort impact ESG. Équilibre des pouvoirs, relations responsables avec les clients et les fournisseurs, responsabilité fiscale et non-discrimination.